Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz. La PAC est-elle mal partie? C'est le thème de ce débat et j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de la FNSEA et aussi du COPA. Juste à vos côtés, Anne Sander. Bonjour. Bonjour. Députée européenne et à ma droite, Hervé Lapie. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Paul. Anne, la question elle est pour vous. Il faut faire de la pédagogie. On en est où aujourd'hui de cette nouvelle PAC que l'on prépare et négocie? Alors au niveau européen, on va voter une dernière fois l'accord de la PAC au mois de novembre. Mais évidemment, les travaux sont lancés dans les différents États membres et les plans stratégiques doivent être rendus au niveau européen, à la Commission européenne, pour le mois de décembre. La Commission européenne ensuite va les examiner et va donner un avis. Et ce qui change par rapport à ce qu'on a connu précédemment, c'est qu'on a des plans stratégiques, mais pour garder un minimum d'éléments communs, donc c'est la Commission européenne qui doit les valider. Et là, ça va sortir des mains de la Comagri et ça va circuler aussi dans les autres directions générales. Je pense à l'environnement, je pense à la santé. Un avis sera ensuite rendu et les différents plans pourront se mettre en œuvre. Parallèlement, il y a encore un travail qui est fait au niveau national avec les organisations, avec le ministère, mais aussi avec les régions sur le deuxième pilier. Alors vous avez un regard européen. Quel point de vigilance vous pouvez noter? Est-ce qu'il y aura des retards? Est-ce qu'il y a des distorsions? Comment vous ressentez les choses? Alors vous savez, les distorsions, elles existent aujourd'hui déjà. Et c'était vraiment notre crainte dans la mise en place de la nouvelle PAC. Parce que vous savez que la Commission européenne voulait vraiment renationaliser la PAC. Et donc tout notre travail, ça a été de réintroduire un esprit commun et des mesures communes. Alors à l'usage, on verra si au niveau européen, nous sommes suffisamment forts. Mais je ne serai pas là, je ne pourrai pas vous dire qu'il n'y aura pas de distorsion. Il y en avait déjà dans l'ancienne PAC. Et des retards, on reste sur le timing qui est prévu? Écoutez, à l'heure actuelle, on reste sur le timing. 1er janvier, donc oui, parce qu'on 2023. a déjà pris du retard. Donc on a déjà ces 2 années de transition. Donc là, effectivement, il faut y aller. Puisqu'effectivement, il y a eu un règlement de transition qui permettait de maintenir en fait le régime actuel. Côté producteur. Côté producteur, nous avons suivi de près les débats difficiles au sein du Parlement européen avec beaucoup de pression, notamment sur le degré de verdissement de la PAC. Un certain nombre d'ONG trouvant que ce n'est pas assez vert et les ministres de l'agriculture des différents pays assez unanimes pour dire attention, il faut que les agriculteurs puissent suivre. Vous interrogiez Anne Sander sur le côté commun. Ce qui a été positif dans la finalisation par les ministres de l'Agriculture, c'est qu'ils ont exigé que les éco-régimes, c'est-à-dire les nouvelles obligations vertes, s'appliquent à l'ensemble des pays européens. Il y avait de la part de certains pas forcément envie d'y aller. Certains pays n'ont pas les administrations pour le contrôler, le vérifier, le faire mettre en œuvre. Comme il y a par ailleurs des éléments où il n'y a pas harmonisation, notamment sur la question du travail, le droit du travail, la rémunération, la question des charges sociales, même la mise en œuvre de certains dispositifs environnementaux, c'était important que ce soit harmonisé. Et puis, moi j'ose le dire, c'est une PAC plus verte aujourd'hui. 25% des aides du premier pilier sont retirées aux agriculteurs et ils ne les perçoivent que si ils prennent des engagements plus vertueux en matière environnementale. Donc les agriculteurs ne doivent pas se laisser submerger par ce message « la PAC n'est pas assez verte ». Elle l'est. Et tout notre travail de syndicalistes en France et en Europe, c'est de faire en sorte que le maximum d'agriculteurs, tous les agriculteurs, puissent rentrer à terme dans ces dispositifs de la politique agricole commune. Hervé Lapie, au niveau régional, comment c'est perçu par les agriculteurs? Ouais, c'est perçu comme un gros travail aussi de la part du syndicalisme et du COPA pour maintenir aussi un budget agricole européen conséquent. Je pense qu'en 2018, les fuites de la Commission, c'était une baisse de 10 à 15% sur le premier pilier, 20% sur le second pilier. Il y a eu tout un travail pour maintenir le budget, donc ça a été conséquent et je pense que les députés européens nous ont aussi bien aidés sur le sujet. Et ensuite, maintenant, c'est l'accompagnement de nos agriculteurs. Il faut être dans le pratique. Comment, à partir de nos assolements, cette fameuse éco-régime qui va consacrer 25% des aides du premier pilier, puisse être accessible à l'ensemble des agriculteurs. Mais l'idée derrière ces éco-régimes, il y a les sujets de la certification, il y a le sujet des pratiques, de la diversité de nos assolements et le sujet des infrastructures agroécologiques.
Mais derrière, si on produit de nouvelles productions, il faut aussi que les filières se mettent en place. Et je pense que régionalement, on a peut-être aussi des opportunités à partir de tout le travail qu'on peut faire avec le conseil régional aussi sur la bioéconomie, sur des filières qui doivent se mettre en place pour valoriser aussi la ressource agricole végétale. Et donc, oui, ça va verdir, mais peut-être que derrière le verdissement, il faut aussi en créer une valeur économique sur nos exploitations agricoles. Et cette PAC, elle doit garder une triptyque économique, sociale et environnementale. Et je pense que c'est très important. Et derrière, il y a aussi un engagement de l'ensemble des agriculteurs derrière leur filière qui est aussi stratégique. Concrètement, que peut-on espérer du fait que la France prenne le lead là au niveau européen au mois de janvier prochain? La France est un pays qui pèse en Europe. Les députés européens français ont aussi beaucoup pesé et je remercie Anne pour son investissement très fort sur tous les sujets agricoles aujourd'hui. On voit bien que l'Union européenne est un petit peu chamboulée. Sur le sujet agricole, il y a par contre une certaine nécessité d'avoir une vision harmonisée. Le ministre de l'Agriculture a signé un certain nombre de papiers, de tribunes communes avec le ministre espagnol et la ministre autrichienne. Les relations sont bonnes avec d'autres pays. Il faut que la France arrive à fédérer au sein de l'Union pour emporter une vision offensive de l'agriculture qui ne soit pas seulement une façon de vivre, mais un réel secteur économique, parce que la souveraineté alimentaire est plus que jamais nécessaire. Nous souhaitons que l'alimentation à l'européenne soit défendue et dans les priorités qu'affiche le ministre de l'Agriculture français à partir du 1er janvier 2022, il y a 3 points. Les clauses miroirs, c'est-à-dire des règles communes de vérification des conditions de production lors des échanges aux frontières. Un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, parce que là aussi, certains pays qui respectent absolument rien en matière environnementale nous envahissent de produits moins disants, c'est pénalisant pour nous. Et le 3e sujet, c'est l'autonomie protéinique. Nous sommes dépendants et acheteurs de protéines. On voit bien qu'aujourd'hui, la déforestation est de plus en plus contestée. Comme Hervé le dit, dans l'éco-régime, s'il y a des protéines dans l'exploitation agricole, ça gagne des points pour atteindre le niveau d'éco-régime, mais il faut des filières pour les transformer. Quand on est polyculteur-éleveur, on peut faire des protéines transformables. Quand on est producteur de grandes cultures, il faut qu'il y ait des usines pour transformer nos protéines et nos oléoprotéagineux. Donc c'est une approche quand même assez offensive, mais qui dit aussi les accords commerciaux devront tenir compte d'autres obligations. Les vieux accords commerciaux qui ont 30 ans et qui ne tenaient pas compte de la biodiversité, du carbone et de l'environnement, ils sont has-been. Aujourd'hui, l'environnement, la biodiversité sont dans les accords de Paris, doivent être respectés. Ils ne le sont pas. Il faut absolument le porter parce que comme l'Europe a mis en avant et a mis en œuvre beaucoup d'obligations dans ce domaine, ça nous donne une façon de nous protéger vis-à-vis de pays qui ne l'ont pas encore fait. Donc c'est un travail long et fastidieux, mais le ministre Julien Denormandie et Clément Beaune sont sur la même longueur d'onde. Je les ai entendus tous les deux la semaine dernière. C'est important qu'ils le portent ensemble. Mais c'est paradoxal, si on élargit un peu le zoom, on se rend compte, en prenant par exemple Farm to Fork, qu'on va baisser la production à un moment où on parle justement de souveraineté alimentaire. Donc on a l'impression qu'en France, à la différence des États-Unis, on a toujours un train de retard. On redécouvre l'industrialisation qu'on a déconstruite alors qu'on est en train de déconstruire l'agriculture et qu'on va prendre 10 ans de retard. Alors, Farm to Fork, c'est un document de communication suite au Green Deal, au Pacte vert, pour dire quelle est pour l'agriculture la mise en œuvre du Pacte vert. Il n'a pas valeur législative. Mais l'esprit est là. Bien sûr, l'esprit est là et c'est pour ça que nous nous battons, nous, en disant attention, on ne peut pas prendre de telles décisions sans étude d'impact global. Il y a la PAC, il y a Farm to Fork, il y a aussi l'objectif 55, réduire de 55% les gaz à effet de serre. Il faut une étude d'impact consolidée sur l'ensemble de ces dossiers avant de prendre une décision. Et honnêtement, fixer des objectifs inaccessibles sans tenir compte du risque pour le revenu et la disparition des agriculteurs, et en tenant pas compte qu'il y aura plus d'importations qui vont plomber une partie des gaz à effet de serre évités, c'est pas sérieux. Donc enfin, le commissaire a reconnu qu'une étude d'impact, ce serait pas si mal que ça. Maintenant, il faut la faire. J'ai vu que vous avez écrit là-dessus. Sur Farm to Fork, vous voyez, nous on a fait tout un travail sur la PAC pendant des mois et des mois pour arriver à un bon équilibre entre l'économique et l'environnemental. Et aujourd'hui, à travers la stratégie Farm to Fork, eh bien, un certain nombre de personnes essaient de réécrire la PAC, mais simplement via le volet
environnementale, sans tenir compte de cet aspect économique. Et c'est vrai que c'est une stratégie aujourd'hui qui va à contresens. Quand j'entends le ministre de l'Agriculture qui nous parle d'autonomie alimentaire et quand je vois ces députés qui votent la stratégie de la ferme à la fourchette, je me dis qu'il y a une incohérence parce que cette stratégie, elle va non seulement nous rendre plus dépendants de l'extérieur, mais elle va aussi contribuer à une fuite de carbone. Donc les efforts qu'on fera ici, eh bien, c'est des efforts qui seront contrebalancés par des pratiques plus négatives dans d'autres pays membres. Moi, je ne crois pas à une stratégie de la décroissance comme elle est prônée dans Farm to Fork. Je crois au contraire qu'il faut accompagner le monde agricole, le monde alimentaire dans des transitions, qu'il faut investir dans l'innovation et qu'il faut prendre le problème de l'environnement et de la transition, qui sont un vrai sujet, mais qu'il faut les prendre de manière intelligente et constructive. Mais l'Europe est un gros paquebot qui a du mal à changer de route, c'est du lobbying, c'est la communication, c'est quoi? C'est tout. C'est le tout à la fois, et c'est un lobbying, c'est-à-dire une influence pour dire attention, cette capitulation de l'Union européenne sur son agriculture, elle serait catastrophique. La crise Covid a montré partout le besoin d'alimentation. La chaîne alimentaire a tenu en Europe. Si Farm to Fork était appliqué tel que, il y a un vrai risque de rupture de la chaîne alimentaire. Ça, nous n'en voulons pas. J'ai rencontré récemment des leaders africains qui s'inquiètent aussi de la capitulation de l'Europe avec Farm to Fork, parce qu'eux ont besoin de nos produits. Donc on a quand même des débats de ventre plein en Union européenne qui pensent que l'agriculture, c'est seulement des objectifs environnementaux à remplir. C'est d'abord le rôle nourricier, produire une alimentation pour qu'elle soit accessible à tout le monde, et ça nous paraît indispensable. Donc nous avons été accusés de faire du lobbying, merci, on fait juste notre métier, comme d'autres font leur métier aussi. Défendre les intérêts des agriculteurs et du grand secteur agricole, c'est vraiment indispensable dans le moment. C'est un rapport de force, vous allez gagner? On fait tout pour gagner. Pour l'instant, reconnaissez quand même que sur la politique agricole commune, on partait d'un budget en diminution, on a un budget seulement à -2. On partait d'une volonté de Frans Timmermans, le commissaire en charge du Green Deal, de mettre par terre la PAC et de tout réécrire en verdissant davantage. Il n'a pas réussi. Les députés se sont énormément battus et c'est une bonne chose. Et donc, pour l'instant, nous tenons bon, mais il faut continuer. Et les débats au Parlement sont plus vifs que par le passé, parce qu'il n'y a pas que la PAC qui a verdi, il y a aussi le Parlement européen qui a verdi. Pour les agriculteurs, c'est compliqué à comprendre ces va-et-vient, d'un autre côté ces oppositions, ces incohérences. Ouais, pour nos agriculteurs des départements et des régions, notre objectif maintenant c'est d'accompagner. Tout le réseau syndical va être cet hiver sur le terrain pour accompagner les agriculteurs. Mais je crois qu'à travers les propos qu'on vient d'entendre, moi je m'interroge sur l'ambition et sur la vision de l'Europe pour son agriculture. On a connu une crise sanitaire majeure. Le sujet de l'alimentation, de l'autonomie alimentaire est redevenu sur le devant de la scène de manière magistrale et je pense que les agriculteurs, on peut les féliciter pour le travail qui a été fait, mais aussi les salariés et les collaborateurs dans toutes nos filières. Mais derrière l'alimentation, il y a les sujets climat, gaz à effet de serre, il y a le sujet carbone, il y a le sujet biodiversité, il y a le sujet autonomie. Et je pense que l'agriculture, en fait, elle devrait mériter un budget important au niveau de l'Europe pour accompagner les transitions agricoles parce qu'aujourd'hui, le projet, il n'est pas que seulement alimentaire, il est pluriel. Et l'agriculture peut apporter des échanges aujourd'hui avec la société, avec des débats citoyens, et on est plus porteur de solutions que de problèmes aujourd'hui. Et donc il faut remettre l'agriculture sur le devant de la scène et vraiment être un acteur incontournable aujourd'hui du développement économique de nos territoires. Et je pense que les agriculteurs, avec leur organisation de filière, sont en capacité de répondre à ces enjeux-là aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes. J'ai envie de poser une question à Anne Sander. Anne Sander, on ne peut pas laisser de côté ce qui se passe au niveau de l'unité européenne. La position adoptée par la Pologne qui remet en cause donc la hiérarchie des décisions au niveau européen, c'est un séisme dans l'Europe aujourd'hui. On voit qu'en Autriche, c'est aussi compliqué. Quel regard portez-vous ? Je ne prendrai pas l'indicateur de savoir qui prime, le droit constitutionnel européen ou national comme marqueur, parce que c'est des débats qu'il y a dans d'autres pays européens. En Allemagne, c'est un débat que nous avons également connu en France, qui a été porté d'ailleurs par le gouvernement lui-même quand il a s'agi de limiter le temps de travail des forces armées. Donc ce débat sur le droit constitutionnel, je le mets de côté. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement,
au niveau européen, eh bien, on voit des nationalismes se développer de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois à se faire entendre d'une seule voix, d'une voix commune. Alors, au Parlement européen, je dirais que la situation est peut-être encore différente de ce qui se passe au niveau du Conseil. Le Parlement qui est plus engagé sur une vision commune. D'ailleurs, lorsqu'il s'agissait de réformer la PAC, c'est vraiment sous l'influence et sous la pression du Parlement européen qu'on est arrivé à réintroduire un caractère commun. Parce que et la Commission et le Conseil, effectivement, étaient sur des positions beaucoup plus nationales. Et puis, dernier point, on a beau se dire, c'est vrai que c'est plus difficile au niveau européen, mais rappelez quand même, pour la première fois, l'Europe, les pays s'engagent sur un plan de relance qui va nous lier pendant des années, puisque nous allons créer une dette commune. Mais il faut que l'Europe tienne une phrase juste pour finir. Oui, quand on voit la bagarre que se livrent aujourd'hui les USA et la Chine, chaque pays individuellement est trop petit. La bonne taille, c'est l'Europe. C'est l'Union européenne dans son ensemble qui est capable de faire face et de s'imposer, y compris dans la diplomatie générale. Il faut rester unique. Christiane Lambert, merci beaucoup. Anne Sander, merci beaucoup. Hervé Lapie, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.